Dans leur tête de bien pensants, il y en a qui calculent ce qu'il y a de bien pour nous, ce qu'il y a de mal pour nous, parce que ils savent la vérité. Le langage mathématique se construit donc comme tous les autres langages. C'est une des facultés de notre cerveau de créer puis d'interpréter des représentations très particulières du monde. Mais il est vrai que dans l'espace scolaire, c'est celui qui pose le plus de problèmes parce que son utilisation consciente est moins évidente. C'est celui qui devra solliciter la plus grande attention des enseignants pour saisir les occasions de rentrer dans ce langage ou de les provoquer. Une école du troisième type est toujours multi-âge. Il y a donc une dynamique des langages qui sont utilisés naturellement et de façon intense. On y mathématise comme on parle à la maison. Ceci est fondamental pour comprendre l'efficience du multi-âge. Il permet que se constitue une entité par elle-même productrice d'apprentissage par toutes les interactions qui s'y réalisent. Une dynamique des langages s'y instaure peu à peu. Le problème éducatif le plus difficile, c'est de faire prendre conscience, de faire utiliser et de développer cette étonnante capacité mathématique que nous possédons tous. Il y a bien sûr le calcul vivant de Freinet, c'est-à-dire qu'il y a une infinité d'occasions d'utiliser le langage mathématique pour la vie même de la classe. Des comptes de la coopérative, au calcul d'horaire pour prendre le train du voyage, en passant par les mesures de la cour pour envoyer au correspondant, ou la pesée du poisson rapporté par un enfant. Mais si le calcul vivant utilise et fait évoluer les représentations mathématiques et leur écriture déjà créées par ailleurs, il ne suffit pas forcément pour rentrer dans ces représentations. Il ne suffit pas forcément pour prendre conscience du pouvoir dont chacun dispose. L'autre technique utilisée plus récemment dans le mouvement Freinet est ce qu'on appelle la recherche mathématique. Elle n'a pas, comme le calcul vivant, une origine et une finalité utilitaire. Dans ce sens, c'est un jeu, c'est-à-dire une activité qui produit en elle-même du plaisir, de l'étonnement. En général, c'est une activité provoquée et animée par l'enseignant. On va s'amuser avec des chiffres, des signes, des symboles que l'on va agencer, dont on va peut-être changer le sens. On va découvrir des logiques, les confronter avec celles des autres, transformer des situations concrètes en situations mathématiques. Le mouvement Freinet a d'ailleurs créé des fichiers d'incitation à la recherche mathématique. C'est une formidable avancée dans le prolongement de ce qu'avaient induit les maths modernes dont j'ai déjà parlé. Cette recherche-jeu se situe généralement dans la symbolique mathématique existante. On invente à partir des chiffres, des nombres, des signes, des quadrillages que l'on connaît déjà. On rentre bien dans la langue et l'écriture mathématique occidentale et dans sa logique. On ne l'invente pas, on la reconstruit. On se l'approprie. C'est en amont de son utilisation pratique, bien qu'il y a toujours rétroaction entre construction d'un langage et utilisation de ce langage. Mais nous pensons qu'il y a encore un autre amont. Dans leur tête de bien pensants, il y en a qui calculent ce qu'il y a de bien pour nous, ce qu'il y a de mal pour nous, parce que ils savent la vérité. Cette capacité langagière qui produit des représentations différentes de ce que l'on perçoit ou de ce que l'on ne perçoit pas par les sens, chaque enfant la possède et l'utilise. Mais il l'ignore. On le voit dans leurs dessins si on sait les regarder. Il suffit alors de repérer ce qui nous semble relever de l'utilisation de ce langage et d'essayer de rentrer dans les représentations de l'enfant. Rentrer dans les représentations de l'enfant, c'est le premier acte éducatif. Par exemple, un enfant se dessinait toujours entouré d'une frontière. Ses frères et ses sœurs, ses parents, toujours représentés en dehors de son domaine. Bien sûr, symboliquement, ce n'étaient pas des grandeurs ou des quantités qui étaient représentées.
Ce n'étaient même plus des personnages que l'enfant aurait voulu rendre reconnaissables. C'était déjà ce que j'appelle un langage mathématique, une abstraction qui créait un monde symbolisé qui avait sa propre cohérence. Bien sûr, c'était l'affect qui était symbolisé. Mais pour ce faire, l'enfant avait créé des frontières. Qu'est-ce qu'il pouvait encore mettre dans ces frontières? À ma suggestion, il a beaucoup hésité entre regrouper sa fratrie sans ses parents ou avec ses parents. Ce n'était évidemment pas innocent. Mais ainsi, ce que son langage mathématique avait créé instinctivement devenait sciemment utilisable pour d'autres créations de représentation, en particulier, dans ce cas, celle du nombre. Un autre exemple. Un enfant de 6 ans écrivit un jour le texte suivant. Un gros requin avait un petit frère. Un petit poisson avait un gros frère. Le frère du petit poisson a mangé le frère du gros requin. Connaissant les relations familiales de cet enfant, il est probable que son histoire avait aussi une origine affective. Cela fit beaucoup rire la troupe des petits, mais certains ne comprenaient pas. Je leur suggérai alors de dessiner cette histoire. Comme dans l'anecdote des fenêtres que je vous ai déjà contée, les poissons perdirent rapidement leurs caractéristiques de poissons. Et vous pouvez facilement imaginer tout ce que l'on peut inventer à partir des représentations de cette relation curieuse. Jusqu'au moment où un petit suggéra que cela pouvait changer si on introduisait le paramètre de la méchanceté. Il suffisait de le symboliser et les inventions langagières pouvaient devenir encore plus complexes, même pour un mathématicien. Ces petits prenaient conscience du pouvoir du langage mathématique, même si ce qu'ils pouvaient exprimer n'était pas tout à fait conforme à la langue mathématique habituelle. Dessiner, c'est toujours ou le point de départ ou le passage nécessaire dans l'évolution du langage mathématique. On a découvert que beaucoup d'animaux possédaient aussi cette capacité langagière. L'abeille, par exemple, qui peut même le symboliser par une danse sur la planche de vol de la ruche. Mais seule l'espèce humaine a la particularité de pouvoir laisser des traces des symboles qu'elle crée. On peut émettre l'hypothèse que c'est grâce et à partir de ces traces qu'elle a pu exploiter à l'infini cette propriété cérébrale et en faire les systèmes complexes cohérents que sont les langages mathématiques, scientifiques, artistiques, transformés en langue quand ils deviennent communs. Dans une école du troisième type, le plus important pour les éducateurs, c'est d'observer. Encore faut-il qu'ils aient quelque chose à observer. Nous y reviendrons souvent. J'ai envie de lui faire une tête au carré, à ma petite tête toute ronde, parce que le carré, c'est à nouveau 1, plus 1, plus 1, plus 1, et que pour moi, 1 et 1 feront toujours 1.